Je suis heureuse d'accueillir comme sponsor de cet épisode Mentor Show. J'ai eu la chance de suivre la masterclass de Christophe André sur l'art de la méditation. Je la pratique depuis quelques années et je suis toujours en quête de la rendre partie intégrante de ma vie. Un programme de 10 minutes par jour pendant 15 jours. Les exercices sont nombreux et faciles à pratiquer. Le format court permet de s'additionner à n'importe quel quotidien sans changer votre emploi du temps. Du coup, j'ai décidé de suivre de nouvelles masterclass avec des personnalités comme Lise Bourbeau, Boris Cyrulnik ou encore Frédéric Lenoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux accéder à mon Mentor Show quand je veux et à mon rythme sur mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En plus, j'ai téléchargé leur application qui me permet de regarder les cours sans avoir besoin d'un accès à Internet. Je vous encourage vraiment à vous abonner à Mentor Show pour aller encore plus loin dans vos cheminements. Les 200 premières personnes qui s'abonneront à Mentor Show bénéficieront d'une remise de 40% sur le pass illimité avec le code promo Métamorphose40. Cette réduction est disponible jusqu'au 19 mars. Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur mentorshow.com, mentorshow.com, ou cliquez simplement sur le lien situé en commentaire épinglé sous ce podcast et renseignez votre code promo sur la page de paiement. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Notre rapport à la santé a changé et les traitements se sont diversifiés. La médecine généraliste est en crise et face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours qui consulter, car notre médecine spécialisée, obnubilée par le symptôme, traite le patient par morceaux. Passionnée par l'environnement et la santé, réalisatrice, journaliste, conférencière et auteure, mon invitée du jour a consacré plusieurs ouvrages aux techniques des médecines plurielles, dont La clé de votre énergie, Trouver ma place, 2 immenses succès de librairie. Dans son dernier ouvrage, elle explore les questions de fond que posent toutes ces approches, nous fait découvrir les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires, mais aussi comment comprendre les causes multifactorielles de la maladie et mesurer combien notre propre rôle est essentiel dans le processus de guérison. En donnant la parole à des médecins et chercheurs reconnus pour leur connaissance des pratiques thérapeutiques, elle nous ouvre de nouveaux horizons pour aller mieux et se donner toutes les chances, titre de son nouveau livre à paraître chez Albin Michel et préfacé par Patrick Queneau, membre de l'Académie de médecine. Vous aurez reconnu évidemment Natacha Calistrémé. Bonjour Natacha. Bonjour Anne, bon écoute j'y vais, t'as tout dit. J'ai tout dit. À bientôt les amis, c'était un plaisir de me Bon, parler. le pitch est ok. C'est parfait, mais vraiment. Alors je suis ravie de te retrouver évidemment Mais aujourd'hui pour la sortie de ce nouveau livre qui est quand même... tu as écrit ce livre sous forme d'interview avec 4 experts dont tu t'es entouré. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement ? J'ai parlé du préfacier dans l'introduction, mais tu vas nous dévoiler les 4 autres. Alors il y a un premier qui s'appelle Gérard Osterman, qui est médecin, professeur de médecine, aussi psychothérapeute, ancien cardiologue, et son rôle était essentiel parce qu'il a commencé ses études de médecine en s'ouvrant justement, en s'interrogeant sur l'exercice illégal de la médecine, et il s'intéresse aux médecines complémentaires. Donc professeur de médecine, c'est du lourd, c'est bon. Ensuite, on a Thierry Janssen, qui est assez connu, qui est un ancien chirurgien. L'avantage de ce médecin, c'est que il a essayé par lui-même, il s'est formé à toutes ces médecines complémentaires et du coup, il a un vrai regard sur les 2 pratiques, médecine conventionnelle et médecine complémentaire. Le troisième, c'est le professeur de psychiatrie Jacques Besson, qui est médecin et psychiatre. Qui exerce en Suisse, je crois. Absolument. Donc forcément, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est ça, moi qui suis suisse d'adoption. Voilà. Mais du coup, j'avais vraiment besoin, si tu veux, d'avoir vraiment le côté biologique par le prof de médecine
médecine, le côté complémentaire par un médecin ouvert, et ils le sont tous d'ailleurs, et un côté psychiatre vraiment ancré sur le mental parce que c'est essentiel. Et la quatrième, parce que c'est une femme, et il en fallait une, Oui. c'est Isabelle Mansuy, qui est professeure d'épigénétique, professeure de biologie, et surtout, elle est pionnière en hérédité épigénétique. Ça fait 20 ans qu'elle travaille sur ce sujet, et il me fallait quelqu'un d'extrêmement pointu, et voilà. Et évidemment, on va en parler plus longuement ensuite. Alors, quelle était l'intention, toi, le but de cet ouvrage ? Tu avais vraiment cette idée de réconcilier quelque chose ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que depuis les années 2020, depuis les pandémies, les gens sont un peu perdus. La médecine conventionnelle, qui n'est pas optionnelle, va le dire et on va le répéter, qui est indispensable, est devenue, depuis, on va dire, 2-3 ans, une médecine d'urgence. Et forcément, on a été obligé d'être plus autonome, de trouver des solutions par soi-même, et beaucoup se sont tournés vers les médecines complémentaires ou les médecines alternatives, avec parfois des dérives, on le sait. Et donc, comment faire pour séparer le bon grain de l'ivraie ? Certains les critiquent parce qu'elles ne sont pas scientifiquement validées, d'autres les encensent et réfutent la médecine conventionnelle. Or, c'est un problème. Donc, j'avais envie d'apporter un regard bienveillant sur l'ensemble de ces médecines, en essayant de mettre en avant leurs atouts dans l'intérêt du patient. C'est vrai que quand tu dis ça, ça me rappelle David Servan-Schreiber, feu David Servan-Schreiber, qui disait il faudrait prendre idéalement le meilleur en fait des deux. Absolument. Tu es d'accord, toi, j'imagine, avec ça ? Complètement, parce qu'il y a du bon dans chacune d'elles. Alors, j'ai bien aimé ton clin d'œil de citer Descartes en début d'ouvrage. Ça, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on ne l'attend pas forcément sur cette citation. Est-ce que tu as envie que je la lise ou de la lire toi-même ? Non, vas-y, lis-la. Pour atteindre la vérité, il faut parfois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Et en fait, c'est ce que la recherche fait, en réalité. Complètement. En fait, Descartes, qui est le père du cartésianisme, eh bien, à la fin de sa vie, s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de voir les choses, et qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intérêt à poser par terre ses préjugés, nos convictions, pour essayer de reconsidérer les choses. Et comme tu le dis très justement, c'est une manière scientifique de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours garder un œil nouveau sur les choses et ne pas se laisser scléroser par des convictions, voilà, pour des certitudes. Voilà, des certitudes, c'est le mot que j'ai cherché. Ouais. Alors peut-être ce serait intéressant de rappeler quelques chiffres, simplement pour dresser un peu un panorama. Dans l'usage de ces médecines intégratives complémentaires plurielles, d'ailleurs, comment est-ce qu'on les appelle ? C'est une question. Alors, c'est une très bonne question, et c'est Thierry Janssen qui répond dans le livre, et j'aime beaucoup. Il dit, alors, médecine parallèle, c'est ennuyeux parce qu'on a l'impression qu'elles se rencontreront jamais. Médecine douce, eh ben, il y a certains lavements qui sont très, très douloureux, et par contre, la chirurgie, on s'endort et c'est plutôt doux. Après, il y a les médecines complémentaires. On a l'air de dire que finalement, elles ne servent qu'en complément. Et puis, médecine alternative, ça serait l'un ou l'autre. Alors, je vais me citer finalement la manière dont le définit l'OMS, qui dit médecine complémentaire et alternative non conventionnelle. Voilà, d'accord. Donc, c'est la définition de l'OMS. C'est la définition de l'OMS. Alors, rappelons quelques chiffres que tu donnes dans ton livre. 100 millions d'Européens ont recours aux médecines douces, c'est dit de cette manière-là, parce que c'est dans une étude. Environ 150 000 médecins et 178 000 professionnels du secteur paramédical utilisent des pratiques, justement, non conventionnelles. Ça, c'est une source de l'université de Montpellier. Hein. Tout à fait. Alors, figure-toi que j'ai découvert de nouveaux chiffres. Si je les avais trouvés, je les aurais mis dans le livre, mais on les rajoutera. Ah bah tiens, tu me les donnes, c'est parfait. Ouais, et qui sont vraiment impressionnants, et qui sont des sources de l'IFOP d'août 2022, donc très récent. 86% des Français, parce que les chiffres que tu as cités sont européens, 86% des Français trouvent un intérêt aux médecines douces, mais 44% d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations dessus. Donc, d'où l'intérêt d'un podcast comme le tien, par exemple. Intéressant, oui. Alors, on rappelle, et ça c'est important qu'on resitue ça en début, et je recite David Servan-Schreiber, que j'ai beaucoup interviewé à l'époque, qui le rappelait aussi,
que en première intention, la médecine conventionnelle est vraiment la médecine, tu le rappelais, une médecine d'urgence, mais qui sauve des vies. Donc, elle n'est pas optionnelle. Elle n'est pas optionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me rappelle d'un proche qui me disait « Oh là là, j'ai une double hernie discale. Je voudrais faire… » puisque bon, ceux qui te suivent et qui me suivent savent que je m'intéresse à tout ce qui est émotionnel et donc aux moyens de se libérer par d'autres moyens que conventionnels. Et il me dit « J'aimerais bien que tu puisses me faire quelques protocoles pour me libérer. » Je lui dis « Est-ce que tu es allé voir un médecin ?» Non. Je dis « Ça sert à rien parce que tant que tu as mal, tant que tu souffres, tu n'es pas disponible dans ta tête pour agir sur le plan énergétique, sur le plan autre, quelle que soit la méthode. Donc la première des choses, c'est d'aller voir son médecin, tout simplement pour arrêter de souffrir. C'est la base. Et puis après, pour éviter qu'il y ait une prolifération des éléments pathogènes, parce que ça peut être même une simple angine, ça peut être dérivé de façon problématique. Donc, ce n'est pas optionnel, la médecine conventionnelle, c'est la base. Ensuite, il y a des choses à faire potentielles. Je dirais pas tout le monde, Et certaines personnes ne vont jamais se tourner vers les médecines complémentaires et alternatives, et c'est très bien. Oui, c'est OK comme ça. Alors c'est vrai que ce soit d'ailleurs dans l'un ou dans l'autre, on trouve des dérives. Comme dit Thierry Janssen, le rappelle dans ton livre, il y a des charlatans partout. Il dit, j'en ai croisé aussi dans les grands hôpitaux, oui. que même chez les professeurs de médecine. Donc on peut imaginer, quand on dit des charlatans, ils connaissent leur métier, mais enfin, ça peut être aussi… Alors, j'aime bien sa définition, c'est-à-dire qu'en fait, on aborde effectivement les médecines complémentaires, et moi je lui posais la question en lui disant, bon, mais il y a quand même des dérives, il faut être sûr de ça. Et il me dit, mais parfois, le charlatanisme ne se cache pas où on pense. Et je dis, mais comment vous décrivez ? Et il me dit, eh bien, finalement, un charlatan, en tout cas quelqu'un qui est dans la dérive, c'est quelqu'un qui est persuadé que, dans ses certitudes, que finalement, sa pratique est la seule valable pour guérir et que toutes les autres ne comptent pas. Donc effectivement, ça peut s'adresser à n'importe quelle partie. Un médecin qui va dire « Madame, ne faites pas telle et telle chose parce que ce n'est pas scientifiquement prouvé », va peut-être enlever des facteurs de guérison de cette personne, et c'est ennuyeux. Voilà. Ça pose d'ailleurs cette grande question que tu poses dans ton livre, c'est la parole aussi du médecin et ce lien entre le soigné et le soignant, qui est très importante. Mais là encore, oui, c'est Thierry qui cite quelqu'un. Il y avait une femme qui vient le voir, qui avait un cancer au sein, et elle fait des traitements chimio, et il y a résorption totale, et donc le médecin qui l'a traité lui dit « Madame, il faut qu'on va continuer les traitements parce que ça va revenir ». Bon. Et elle téléphone à Thierry Janssen, qui la suit sur le plan psychothérapeutique. Et elle lui dit « Je suis très en colère, moi qui étais très heureuse de m'en être sortie, je comprends pas qu'il me dise ça. » Et Thierry exprime, et me dit « Mais il a agi finalement comme un gourou, comme un sorcier qui aurait jeté un sort en disant non, vous vous en sortirez pas, et c'est terriblement injuste parce que ça enlève les facteurs de guérison, de l'espoir, on va en parler, tout ce qui permet justement de se projeter dans l'avenir comme guéri, et qui sont des facteurs en fait pour la guérison. Et quand Thierry Janssen a contacté ce médecin pour lui dire mais est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que tu as auprès de cette dame qui a eu une pneumonie le lendemain, elle a eu une pneumonie, eh bien il lui a dit mais comment veux-tu que je pense qu'elle va s'en sortir puisque ma femme est morte de ça. Donc oui. On voit bien que on peut être un très grand médecin, on peut être un très grand magnétiseur, peu importe, eh ben, si jamais on a vécu des épreuves, quelque chose de difficile qui nous handicape finalement, eh bien nos pensées, eh bien derrière on va projeter sur le patient quelque chose qui n'est pas bon. Et d'ailleurs c'est ce que Thierry Janssen, ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert, qui existent dans chaque relation. J'explique en 2 mots en quoi ça consiste. Oui, très bien, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus connu en psychothérapie avec un psychiatre ou un psy au sens large, mais peut-être moins, finalement, tout est transfert dans nos relations aux autres dans la vie. Complètement, en fait. Dès qu'il y a une relation, il y a transfert et contre-transfert. C'est-à-dire qu'en fait, on va rencontrer une personne pour la première fois. Si elle nous rappelle quelqu'un
que l'on a détesté, eh bien, on va avoir un transfert négatif. Et si elle nous rappelle quelqu'un qu'on a aimé, on va avoir un transfert positif. Et à contrario, l'autre, si on lui rappelle quelqu'un de négatif, le contre-transfert sera négatif et positif. Voilà. Donc, finalement, le rôle d'un médecin ou d'un thérapeute, on va dire, c'est d'être au courant qu'il existe ces relations de transfert et de contre-transfert et de ne pas tomber dans le piège de se laisser envahir par des mémoires de notre vécu. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai ce mauvais souvenir, je dois te dire, d'aller chez un ophtalmo. Je voyais moins bien de loin, contrairement aux gens de mon âge qui en général voient mal de près, et qui me dit « Mais vous savez, vous arrivez dans des âges, il va falloir vous habituer à ce que ça aille mal, ma petite dame. » J'ai trouvé ça sympa comme remarque. Tu vois, c'est une programmation négative. C'est vrai que je suis sortie de là, je sentais qu'énergétiquement, émotionnellement, j'étais remuée. C'est comme une injonction d'aller mal. Et dans le livre, on explique combien, finalement, la parole du médecin est prescriptrice, presque est un médicament. C'est-à-dire que finalement, dans cette alliance thérapeutique qui est finalement le terme employé pour symboliser le début de la relation, la rencontre en fait entre un patient et le soignant, c'est-à-dire qu'il va falloir que le soignant écoute le patient et qui s'exprime, mais que pas simplement en fait lui poser des questions. Anne, qu'est-ce qui ne va pas, poser des questions finalement où toutes tes réponses seraient quelque chose de négatif. Et pour les personnes notamment qui sont dans l'obésité ou le surpoids, c'est terrifiant. C'est-à-dire que depuis quand vous avez fait combien de régimes et vous ne faites plus de sport et en fait, tout ramène un échec. Et souvent, il arrive que certains disent « Vous reviendrez me voir quand vous aurez perdu 20 kilos ». Donc là, c'est presque la punition, c'est-à-dire qu'on vient chercher un secours et on est puni. C'est arrivé à plusieurs personnes dans mon entourage. Donc la rencontre, elle est essentielle, elle commence par l'écoute du patient et finalement, il y a aussi le fait que le patient attendent quelque chose du médecin ou du thérapeute et qu'il ait confiance dans le traitement qu'il va lui donner. Et c'est toute cette alchimie, finalement, l'envie de guérir de la personne qui va faire que ça va l'aider à guérir, en fait. Et tout ça est extrêmement subtil, mais on y reviendra peut-être, mais ça contribue à l'effet placebo. Bien sûr, on y reviendra. Voilà, ouais. qui est cet effet un peu magique qui aide considérablement dans la guérison. D'ailleurs, ton préfacier, le professeur Patrice Cano, parle vraiment de cette médecine holistique intégrative et réconciliée, qui est la seule capable d'offrir aux malades toutes ses chances. Et j'aime beaucoup ce terme de réconcilier, parce que cette réconciliation, effectivement, elle va dans les différentes disciplines. Elle va aussi, ce que j'entends, entre le soignant aussi avec lui-même, dans une forme de réconciliation pour pouvoir entendre l'autre. Alors, dans une médecine d'urgence, c'est sûr qu'on n'y est plus forcément, parce que les soignants n'ont pas le temps. Il y a une étude, malheureusement, qui montre, c'est Gérard Osterman qui la cite, que si que le médecin, en général, coupe le patient au bout de 18 secondes, et que si on laisse le temps au patient de s'exprimer jusqu'à dire « Qu'en pensez-vous, docteur ?», il dépasse rarement 1 minute 32. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette rencontre, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le problème, c'est que la moyenne d'âge des médecins en France est de 53 ans. 30% ont plus de 63 ans. On a une désertification des soins médicaux partout et la plupart des médecins sont à 50 heures de travail par semaine. Est-ce qu'on peut décemment leur en demander plus ? C'est ça. C'est une vraie question quand on parle de réconciliation, de temps, etc. La réponse est non. On ne peut pas leur en demander plus et malheureusement, il faudrait pour le patient.
Avant d'attaquer cette partie dont on a commencé à parler de la confiance et de comprendre aussi la maladie, simplement pour terminer sur les médecines complémentaires, l'OMS a recensé plus de 400 médecines complémentaires ou alternatives et les ordonne en 4 domaines, c'est ça ? Absolument. Alors c'est intéressant peut-être de faire le petit panorama. Complètement. Il y a la médecine en fait biologique qui, elle, repose sur tout ce qui est animal, végétal, minéral et rentre l'aromathérapie, les huiles essentielles, etc. Il y a la médecine de la psyché, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont toutes ces thérapies qui sont sollicitées, comme l'hypnose par exemple, tout ce qui est transgénérationnel, le MDR, le FT, toutes ces médecines, ces thérapeutiques qui sont sollicitées pour aller mieux dans sa tête et qui peuvent avoir un impact sur le corps. Ensuite, il y a la médecine corporelle qui donc représente les massages. Toutes les thérapies manuelles. Manuelles, absolument, manuelles, tout à fait. Et qui ont un impact sur le corps, mais qui peuvent aider aussi à aller mieux. Et puis ensuite, il y a les médecines complètes qui sont de véritables philosophies qui reposent généralement sur des concepts globaux qui prennent en compte l'ensemble de la personne et qui reposent aussi sur les systèmes d'énergie qui sont par exemple l'Ayurveda, la médecine chinoise, l'homéopathie. Voilà. Des médecines plus traditionnelles finalement. Plus traditionnelles, absolument, tout à fait. Alors dans ces besoins, on a parlé des besoins du patient en lien avec le soignant, ça vise aussi à responsabiliser le patient pour qu'il comprenne en fait comment tout son environnement finalement impacte sa santé. Tout à fait. Et alors ça, c'est l'épigénétique qui le montre le mieux. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que bien sûr qu'on sait que l'alimentation a un impact sur la santé. Bien sûr qu'on sait que si on dort pas très bien, ça peut avoir un impact sur la santé. Mais si je reprends la définition de la santé de l'OMS, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement un bien-être biologique, mental, social. Ça, on n'imagine pas forcément social, mais par exemple quelqu'un qui est au chômage, il peut être en très bonne forme, ne pas avoir de problème de santé apparent et pourtant aller mal. Et puis, il y a un 4e domaine qu'on connaît moins et qui est pourtant validé par l'OMS aussi, c'est le domaine spirituel. Mais on va en parler aussi. Oui, notamment aussi avec l'engagement de Berlin qui en parle. Tout à fait, l'engagement de Berlin qui date de 2017, où en fait on a considéré qu'il y avait une urgence à s'ouvrir aux médecines complémentaires et alternatives, à les intégrer pour mieux les évaluer. Ouais, donc ça c'est vraiment intéressant, encore assez méconnu finalement. Oui, mais c'est pourtant marqué noir sur blanc, il y a une urgence à s'ouvrir à ces pratiques. Méconnu, cet engagement de Berlin. Oui, tout à fait. Oui. Parce que tout simplement, en fait, il y a plus de dans le monde, 80% de la population mondiale utilise les médecines traditionnelles. Et que se référer simplement à une médecine qui représente pour d'autres que 20%, il y a intérêt à s'ouvrir à ces médecines qui considèrent finalement l'homme dans son intégralité. C'est ça. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi dans ton livre, se donner toutes les chances, pour se donner toutes ces chances justement, c'est de se prendre en charge et pour ça il faut aussi faire le distinguo entre douleur et souffrance. Oui. Et moi ça m'a interpellée, tu vois. Ah, ouais. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je mettais un peu les deux finalement dans le même panier, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est très intéressant parce que finalement, il y a j'ai mal, la douleur, je vais mal, c'est-à-dire que psychologiquement, je ne vais pas bien. Et aujourd'hui, comme la médecine de référence, c'est la médecine conventionnelle, la médecine classique, qui ne s'intéresse, on va dire, globalement qu'aux symptômes, eh bien, le patient est rentré dans le pli. Et donc, quand il va mal, eh bien, il va voir un médecin et il dit « j'ai mal au genou ». Par exemple,
Certains vont souffrir de donner beaucoup et de ne pas recevoir finalement le bénéfice de tout ce qu'ils donnent pour leur famille, pour leur travail. Et ils vont se retrouver avec une lombalgie, une hernie discale, une inflammation au coude, il y a quelque chose qui va somatiser dans leur corps. D'accord ? Mais au départ, il y a quelque chose émotionnel où ils se sentent pas bien. Bon. Et là, je reprends les propos du professeur Gérard Osterman, qui l'explique. Eh bien, il dit bien sûr que derrière toute lombalgie, il y a un problème relationnel. Derrière toute migraine, il y a également des angoisses et des peurs. Bon. Mais finalement, le patient s'est adapté à cette médecine très scientifique et il va aller voir son médecin en disant « j'ai une douleur au dos, j'ai un problème de migraine, j'ai une inflammation ». Et il ne va pas dire « je vais mal ». Et quand on considère la différence entre « j'ai mal » et « je vais mal », ça pousse un peu plus loin vers la douleur qui peut être aiguë et la douleur qui peut être chronique. Gérard Osterman, toujours pareil, dit la douleur aiguë alarme, tandis que la douleur chronique désarme. Et c'est fort cette phrase. Hein. C'est incroyable, et c'est vrai, on l'a tous vécu. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une douleur qui nous fait très mal, et on va se dire, vite, je vais vers la douleur alarme, elle nous pousse à aller vers l'extérieur pour aller solliciter finalement de l'aide. On va aller voir un kiné, un ostéo, un médecin. Bon. Par contre, si cette douleur, le corps médical n'arrive pas à en venir à bout, eh bien, elle devient chronique. Et là, maintenant, elle désarme. Et si elle dure trop longtemps, le professeur Osterman dit que finalement, elle opère un repli sur soi-même. On se renferme sur nous-mêmes. On n'est plus capable d'aller chercher des choses à l'extérieur parce qu'on n'y croit plus. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incapacité finalement. On est empêché, quoi. On est empêché, voilà. Et donc, c'est très important de faire effectivement ce distinguo, se dire, tiens, quand j'ai mal, est-ce que j'ai mal ou est-ce que je vais mal ? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fin de livre, j'ai proposé un petit bilan pour justement dire, voilà, quand on est malade, eh bien, première étape, on va voir le médecin, ça on l'a dit, on prend rendez-vous chez le médecin, ça c'est la base. Mais ensuite, il y a tout un tas de petites étapes pour justement se poser des questions. On les nommera quand même, sans les détailler. Peut-être pas toutes, mais... Mais c'est vrai que c'est intéressant ce carnet parce que ça permet d'avoir en conscience peut-être les étapes qu'on peut passer en revue. Sur cette idée de douleur, tu parles aussi de ne pas... Il y a un danger de surinterprétation des causes et de risque de ne s'intéresser qu'aux symptômes au lieu des causes profondes. Et il faut trouver vraiment le bon équilibre en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la science aime tout ce qui est objectivable. Donc, on va chercher le symptôme et on va en chercher la cause. Mais depuis un paquet d'années, depuis très longtemps, finalement, Thierry Janssen explique que pour que la science, en fait, dans son souci de performance, a essayé de se rapprocher du plus petit de la molécule, de l'atome, et a tout découpé, en fait, en petits morceaux, pour essayer de comprendre comment chaque chose marche, pour essayer de contrôler et de comprendre le monde. Il fallait tout morceler, et voilà. Et le problème avec on va dire l'avantage de ce morcellement au départ, c'est que il permet une ultra spécification des choses, et donc on a une médecine du cœur, on a une médecine du foie, on a une médecine du pied, on a une médecine de l'œil, c'est formidable, et on a des personnalités qui sont des médecins qui sont très pointus. Le problème, c'est que finalement, en morcelant chaque chose, eh bien, on a perdu de point de vue de l'ensemble. Et on aurait tendance aujourd'hui finalement à traiter le patient comme un garagiste finalement, par morceaux. Et donc là, je vais citer le Thierry Janssen qui dit on a une médecine qui traite les corps
en les découpant et des patients par morceaux. Je me souviens d'un cas concret qui est arrivé à une de mes amies. Sa mère est amenée à l'hôpital pour une fuite mitrale, c'est un problème cardiaque. Bon. Et elle dit, j'ai une douleur au ventre, une très très grosse douleur. Et là, on lui répond, Madame, on est là pour votre cœur. Bon. Elle rentre chez elle après avoir été soignée. Et 15 jours plus tard, elle repart aux urgences quasi morte parce qu'elle a un énorme problème gastrique et elle fait pratiquement une septicémie. Elle revient à ce même hôpital et en fait, les médecins qui avaient tout son dossier ont oublié ses médicaments pour le cœur. Donc on voit vraiment bien que les choses sont totalement morcelées. Alors mon ami m'a dit, pourtant néanmoins, ils ont sauvé ma mère. Mais si j'avais pas été là pour dire, vous lui avez donné les médicaments pour le cœur, bon, c'est fou. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai vu récemment dans un hôpital, il y a marqué, nous sommes là pour vous soigner, pas pour se faire insulter. Bon, on voit bien qu'il y a un hôpital en crise et que finalement, ça arrive parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Alors, c'est pas le but du livre, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, eh bien, il y a des patients qui peuvent vivre des choses très difficiles parce qu'ils sont considérés, voilà, complètement par morceaux. Et tout le monde a déjà ressenti ou vécu soit un zona après un deuil, soit là c'est Thierry Janson qui le dit, par exemple, il dit quelqu'un qui après un gros problème émotionnel ou un échec a la peau grasse. Et pourquoi il a la peau grasse? Parce qu'il mange énormément de sucré et de choses de grasses. Oui, mais pourquoi il mange des choses sucrées et grasses? Parce qu'il veut anesthésier quelque part une douleur. Et donc finalement, cet émotionnel, il a été nié. Je cite dans le livre les propos encore là, de Dr Janssen, qui dit les étudiants médecins apprennent à soigner à l'époque sur des cadavres, maintenant sur des mannequins en silicone ou en 3D. Bon, il n'y a pas l'émotionnel, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas l'énergie. Donc, ils sont quand même privés tout un tas d'éléments qui peuvent aider à la compréhension de la maladie. Mais c'est vrai, bon, cela dit, sur des cadavres, la chaleur, tu dis il n'y a pas la chaleur, mais il y a l'émotionnel par contre. Bah, l'émotionnel, non. Si tu travailles sur un cadavre, tu n'as pas l'émotionnel à personne. Monsieur, comment allez-vous? Non, mais tu as l'émotionnel de travailler sur un cadavre, c'est ça que je veux dire. Ah oui, non, mais moi je parle de l'émotionnel, c'est-à-dire que, tu vois, là encore, c'est Thierry Janson, il dit, mais quand quelqu'un vient vers vous, vous voyez la manière dont il marche, vous voyez la manière dont il serre votre main, vous voyez l'énergie qui se dégage de sa peau, de son visage, oui, tu vois, dans ce compris. sens. Voilà. Ouais, okay. Mais c'est vrai que un autre point aussi qui est important, de ne pas se faire enfermer dans une pathologie, de rester aussi à bonne distance par rapport à la maladie, de ne pas se faire trop étiqueter par le soignant. Complètement. Alors ça, c'est le professeur Osterman qui en parle et qui dit l'importance de se désidentifier de sa maladie. Parce que, et il donne cet exemple que j'aime beaucoup, il dit, si vous dites « Bonjour docteur, j'ai une migraine », bon, ça dit pas qui vous êtes, mais en tout cas, il dit j'ai une migraine, ok, ou bien je suis anorexique. Il dit c'est pas son prénom, c'est pas son nom, je suis anorexique, ça ne définit pas entièrement ce qu'elle est. Et si après il me dit, vous dites je ne suis que migraineuse. Oh, si vous saviez docteur, je ne suis que migraineuse. L'identification, elle est totale. Ou mon cancer, les gens qui disent mon cancer. Voilà. C'est vrai que ça me fait toujours bizarre quand quelqu'un dit ça. Waouh. Ouais, tu as raison. Voilà. Donc, ça fait partie des facteurs en fait qui aident à la guérison, qu'aborde Gérard Osterman, c'est-à-dire qu'en se désidentifiant de notre maladie, en s'identifiant à nos parties saines, eh bien, on va émettre finalement des substances
qui vont générer en fait des hormones qui vont nous aider à aller mieux. Je vais citer une médecin dont le nom m'échappe, mais qui fait partie de l'ordre des médecins et du conseil de l'ordre des médecins, et qui dit au sujet des médecines complémentaires et alternatives, si une personne atteinte d'un cancer, à qui je prescris une chimiothérapie, et que je lui dis d'aller faire des balades en forêt et du yoga, ça va beaucoup l'aider. Parce qu'elle va se reconnecter à la nature, elle va se reconnecter à son corps, aux sensations de son corps. Si par contre, je lui dis d'arrêter la chimiothérapie et de ne faire que du yoga et des balades en forêt, ben là, je vais l'amener à la mort, parce que finalement, la chimiothérapie, c'est ça qui peut vraiment l'aider. Donc elle explique, elle dit finalement, c'est pas tellement les médecines complémentaires qu'il faut incriminer, mais plutôt la place qu'on leur donne, le pouvoir qu'on leur donne. Et c'est toute cette fine crête entre santé et bien-être, d'ailleurs. Absolument. C'est elle qui définit ça, je crois, dans ton livre. Absolument, tout à fait, la différence entre la santé et le bien-être. Et donc, tant que finalement ces thérapeutiques complémentaires restent dans le bien-être, dans quelque chose qui est en plus, eh bien c'est formidable, et c'est générateur, voilà, d'ambiance pour le cerveau, à l'intérieur de notre corps, qui vont favoriser en fait la bonne santé. Il y a certaines pratiques qui peuvent même, une fois que la médecine conventionnelle s'est penchée sur notre cas, nous aider à ce que ça ne revienne pas. Donc ça peut aussi parfois aller au-delà du bien-être. D'ailleurs, on voit des hôpitaux qui intègrent des unités de médecine intégrative à l'étranger, mais aussi en France, qui permettent d'avoir cette alliance thérapeutique. Complètement. Tout à fait. Et c'est essentiel. Et je me souviens même que pour les Enquêtes extraordinaires, une série de 11 films, on avait interviewé un chirurgien qui était du cœur à Boston, dans un des plus grands hôpitaux des États-Unis, et qui faisait appel à des magnétiseurs dans sa salle d'opération, et qui disait: je ne sais pas vraiment comment ça marche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le patient est plus calme, ses cicatrices sont plus jolies à la fin. Il constatait, quoi. Il me dit, moi, c'est l'intérêt du patient qui prime. Et d'ailleurs, ça nous emmène vers ce fameux effet placebo-nocebo dont tu as parlé tout à l'heure, et qui est quand même le paradoxe de la science validé par un remède magique, je mets des guillemets. Alors ça, cette image, je l'aime beaucoup, c'est Gérard Osterman qui dit, en fait, il est professeur de médecine, donc il donne des cours aux étudiants, et un jour il dit, les médicaments qui sont validés par un effet magique. Bon, et il se fait convoquer par le doyen de la faculté de médecine de Reims, je crois, ou de Saint-Étienne plutôt, et qui lui dit, mais explique-moi ce que tu veux dire par là. Et alors c'est très simple, et il explique dans le livre, donc finalement, lorsque on veut valider un médicament, on prend deux groupes. Un groupe A qui est atteint d'une certaine maladie, à qui on va donner un vrai médicament, et un groupe B qui a lui aussi cette maladie, à qui on va donner un faux médicament, une gélule vide ou une gélule pleine de sucre. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas, on va dire, d'effet thérapeutique. Il n'y a pas de principe actif. Il n'y a pas de principe actif, absolument. Mais ce n'est pas vide de sens, puisque à partir du moment où le patient et le médecin, parce qu'ils sont en aveugle, ils ne savent pas si on leur donne le bon médicament ou si c'est le médicament vide. Donc si les deux sont convaincus qu'ils ont un bon traitement, eh bien finalement, dans un certain nombre de cas, en moyenne 30%, ça peut aller bien plus dans le cas de la dépression, 90%, dans le cas aussi d'arthrite, arthrose, ça peut aller jusqu'à 80%. Les personnes sont tellement convaincus que ça va leur faire du bien que ça les guérit. Donc c'est là où on voit le pouvoir du mental, le pouvoir de la pensée positive. Certains décrivent la pensée positive, mais c'est ni plus ni moins que l'effet placebo. Et ce qui est assez étonnant finalement, c'est que si l'effet placebo
si le placebo crée un effet de 30%, 30% des personnes qui l'ont pris se retrouvent guéries. On va dire, c'est significatif. Mais si ceux qui ont pris le médicament, eux, ont guéri à 60%, on dit c'est plus que l'effet placebo, donc c'est un bon médicament et c'est comme ça qu'il va être validé. Mais le paradoxe dans cette histoire, c'est que finalement, le médicament, il est validé sur un effet magique, on va dire dit magique, puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a quelque chose à l'intérieur du cerveau qui, simplement le fait d'être dans la confiance, c'est l'alliance thérapeutique dont on parlait au début, la confiance du traitement que me donne mon médecin, la confiance que je porte en mon médecin ou en mon thérapeute, la confiance aussi que j'ai en moi de guérir, ma faculté de guérir, peut suffire, dans certains cas, 80 à 90%, à me guérir, à m'auto-guérir. C'est assez prodigieux. On l'a même vu, cet effet placebo, dans le cas de chirurgie. Et ça, c'est le docteur Janssen qui en parle. Et des personnes qui avaient un peu des problèmes au genou, certaines étaient réellement opérées, d'autres ont fait simplement une incision, il n'y avait rien de plus qui était fait, on les recousait, et les effets étaient... les résultats étaient identiques entre les personnes qui avaient été réellement opérées et celles à qui on avait fait croire d'être opérées. Donc cet effet dit magique, finalement, on l'explique pas, mais il permet de valider le médicament, la science. Et ce qui je trouve assez étonnant, finalement, c'est que dans les médecines complémentaires, il y a beaucoup cette pensée positive, finalement, que certains décrient, en disant on ne peut pas l'expliquer, c'est pas scientifique, mais pourtant, ce principe-là sert à valider le médicament. Donc, oui, et puis à très très grande échelle, c'est-à-dire que l'effet placebo, il est utilisé dans des milliers d'études dans le monde entier. Mais complètement. C'est-à-dire qu'au niveau c'est ce qu'on appelle les essais cliniques randomisés, ECR, c'est-à-dire que ce terme un peu jargonnant, c'est pour dire ça a été scientifiquement comparé avec un effet placebo. Un effet pensée magique. Un effet pensée magique. En fait, c'est quand même assez énorme quand on y pense. Et donc, c'est pour ça que ça fait dire d'ailleurs à Gérard Osterman dans ton livre que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas un phénomène qu'il n'existe pas. La preuve, l'effet placebo. Exactement. Et ce que j'aime beaucoup, Gérard Osterman, il dit aussi « Tout bon scientifique ne ferme pas la porte à une pratique, s'il ne la comprend pas, il va plutôt regarder ses résultats et regarder notamment ce que ça peut apporter en termes de bien-être, de mieux-être, et sur la personne. Il va faire attention à ça. Alors ça pose aussi cette question, alors là on touche des domaines qui sont très décriés, de la santé spirituelle. Déjà on a l'impression presque de dire des gros mots. Comment est-ce qu'il faut l'intégrer dans le soin ? Et on voit, notamment encore en Suisse, qu'il y a un protocole qui s'appelle HOPE, H-O-P-E, qui s'inspire notamment de la méthode A, inspirée de Jung, des alcooliques anonymes. Moi, j'avais fait un podcast sur le sujet. C'est vraiment intéressant parce que on voit que dans la méthode des alcooliques anonymes, alors moi, je connaissais pas du tout cette méthode qui est très répandue aux États-Unis. Dans les 12 étapes, il y a une étape spirituelle et on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a une bascule. Mais là, c'est le professeur Jacques Besson, qui est psychiatre, psychiatre et professeur de psychiatrie, qui dit très bien pour qu'on s'appuie sur tout ce qui est scientifique, mais peut-on m'expliquer pourquoi des personnes qui, simplement en récitant la prière de la sérénité des alcooliques anonymes dont tu viens de parler, ne boiront plus jamais d'alcool. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, simplement avec une prière ? Alors, c'est vrai que, pour répondre à cette question, moi, je n'ai pas la réponse, ces personnes-là. Je veux dire, c'est étonnant. C'est le pouvoir de l'esprit, et c'est exactement ce dont on vient de parler, l'effet placebo. Et c'est pour ça qu'il était... Je dirais que c'est ça qui résume pour moi l'intérêt de ce livre, la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'est que je me dis que finalement, les personnes qui sont malades, si elles découvrent combien leur rôle peut être
important à partir du moment où on va leur donner finalement de l'espoir, des pratiques qui vont leur permettre de se projeter dans le futur de manière guérie, qui vont leur donner des petits atouts pour aller mieux, pour baisser leur stress, des choses comme ça, eh bien finalement, on va les aider. Alors que si on leur dit, mais toutes ces pratiques, c'est rien du tout, alors qu'elles en ont confiance, finalement, c'est presque criminel. Donc, après avoir dit ça, la santé spirituelle dont parle Jacques Besson, le professeur Jacques Besson, professeur de psychiatrie, eh bien, on pourrait penser spiritualité, religion. Pas du tout. En fait, la spiritualité, c'est quoi ? C'est exactement ce dont on vient de parler. C'est la manière dont je me connecte à plus grand que moi. Je dépasse mon ego. Et je me réfère, alors certains vont dire Dieu, mais d'autres vont dire l'univers, d'autres vont dire une force plus grande que moi. Ou l'amour. L'amour, ou peut-être même tout simplement la guérison. C'est la foi. La santé spirituelle, c'est la foi en soi. C'est avoir la foi, en fait, dans le fait que oui, je vais guérir pour certains, un cancer. Oui, je vais guérir de mon problème au dos. Bien sûr que je vais guérir de ma maladie chronique. Bien sûr que bientôt je n'aurai plus de migraine. Voilà, la foi dans cette conviction finalement qu'on va guérir. Eh bien, c'est ça la santé spirituelle. Et c'est essentiel. Et là, je vais citer les propos de Gérard Osterman. J'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, je ne m'attendais pas, en les interviewant, autant apprendre sur une autre manière, finalement, de considérer le soin. Et il a une technique qui développe, que j'aime beaucoup. Il dit aux patients, alors je vais parler aux auditeurs, imaginons que vous avez une maladie. Et alors, il leur dit ceci, moi je vais vous dire ceci. Cette nuit, pendant la nuit, vous ne savez pas, mais est passé un guérisseur céleste, on peut l'appeler une fée, comme on veut. Et ce guérisseur céleste vous a guéri, totalement guéri. Comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri ? C'est assez fort comme question quand même. Voilà, comment vous allez vous rendre compte que vous êtes guéri ? Quelle est la première personne qui va se rendre compte que vous êtes guéri ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire puisque vous êtes guéri ? Qu'est-ce que vous ne pourrez plus faire ou que vous ne serez plus obligé de faire parce que vous êtes guéri ? Et on voit bien en fait que là on place la personne déjà dans une position de guéri. On place son cerveau dans « je réfléchis en personne saine ». Et je me rattache pas à ma maladie, je me rattache à ma partie saine. Oui, c'est vrai, du coup, je pourrais un peu plus marcher, je vais pouvoir peut-être aller voir mes enfants, je vais peut-être faire ceci, je vais peut-être faire ça. Et ce système de pensée, de se projeter dans l'avenir, guéri, est un facteur de grande santé, un attracteur en fait de grande santé. Et là, Jacques Besson, il dit aussi, il cite Viktor Frankl, qui est finalement, je crois, un neuropsychiatre, qui est père de la logothérapie. Voilà, tout à fait, et qui après Auschwitz a expliqué que finalement, on a tous besoin de sens, et que finalement donner un sens à notre vie, à chercher un sens, une direction, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire quand j'irai mieux, et qu'est-ce que je vais, voilà, se projeter dans l'avenir, c'est apporter des facteurs de guérison, en plus de la médecine conventionnelle, comme on l'a dit. C'est vrai, quand on entend ça, à la fois, on voit bien le fonctionnement de ce pouvoir-là, et on l'a dit avec notamment l'effet placebo, etc. Et en même temps, on pourrait aussi imaginer que c'est ça qui fasse aussi parfois le lit de dérive, c'est-à-dire que cette espérance de la croyance de la guérison puisse profiter aux marchands du temple. Je le dis comme ça, c'est un peu caricatural, mais que du coup, plein de gens disent tiens, je vais te vendre des gris-gris de croyances, et les gens, grâce à ça, vont croire qu'ils vont guérir. Alors complètement, là où tu as entièrement raison, c'est que, et là c'est Thierry Janssen qui le dit, c'est que
très souvent, alors un petit peu dans la médecine conventionnelle, mais beaucoup plus dans la médecine complémentaire et alternative, les personnes, les thérapeutes tombent dans le piège d'imaginer que si la personne a guéri, c'est grâce à une technique ou eux-mêmes. Or, l'être est multifactoriel, d'une complexité sans nom, et on ne sait jamais ce qui guérit. Et d'ailleurs, c'est assez troublant de voir que ces grands médecins m'ont tous dit, il faut rester humble. On ne sait pas ce qui guérit. On ignore totalement ce qui fait la guérison. C'est le pouvoir du patient, c'est le pouvoir du traitement, c'est le pouvoir du médecin, c'est le bon moment. Parce que parfois, on n'a pas intérêt à être malade. Il faut aussi le dire. Une dame ou un homme âgé qui, finalement, depuis qu'il est malade, a l'attention de ses enfants et de ses petits-enfants, qui va avoir l'écoute bienveillante de son médecin et que c'est peut-être la seule personne qu'elle va aller voir, eh bien, elle n'a pas forcément intérêt à guérir. Donc, tout ça, c'est important, en fait, de prendre en compte tout ça. Et l'intérêt aussi de ce livre, c'est de se dire que, finalement, ces médecines complémentaires, bien sûr qu'il y a des abus, bien sûr qu'il y a des dérives, mais que si on arrêtait de les proscrire sans s'intéresser, si la médecine classique s'y intéressait, pour être plus averti, je dirais même que le patient, ça permettrait au patient de se tourner vers son médecin en disant « Qu'en pensez-vous, docteur ?» sans avoir peur d'être jugé. Parce que voilà. Oui, et puis surtout que là, ce qui est difficile aussi dans notre discussion, c'est qu'on parle de toutes les médecines complémentaires. Il y en a qui sont aujourd'hui objectivées. Voilà, l'hypnose, sur des résultats tangibles, et puis d'autres qui sont encore, effectivement, où on constate des résultats, mais on ne connaît pas le processus. Voilà. Mais complètement. Et puis, il y en avait qui étaient tamponnés science, l'homéopathie, qui ne le sont plus maintenant. Enfin, voilà, il y a des allers-retours assez étonnants. J'ai envie de dire que c'est pour ça que, là encore, à la fin, je note des choses qui sont importantes sur la vigilance. Parce qu'il en faut. Et il y a des points clés, en fait, sur lesquels il faut s'attarder pour éviter de tomber dans les dérives. Je voulais faire le pont aussi, tiens, ça me revient avec Stéphane, justement, ton époux, Stéphane Alix. On a parlé dans un podcast sur son dernier livre de certains psychiatres qui disent, effectivement, dans certains cas, on ne sait pas pourquoi, par exemple, telle personne a parlé avec son défunt. Soit c'est sa croyance, soit c'est une réalité. En fait, nous, en tant que médecin psychiatre, on n'en sait rien. Ce qu'on constate, c'est que ça ne nuit pas, et deux, ça fonctionne, il va mieux. Et c'est quand même là où on place le curseur par rapport aux dérives. C'est comment ça entraîne quelqu'un dans une pente meilleure ou pire, en fait. Absolument, c'est parfaitement résumé. Et puis, ça me fait penser aussi à un autre exemple que dit le psychiatre Jacques Besson, c'est pourquoi face à un cancer, avec tel médicament, telle personne va guérir ? Pourquoi avec le même cancer, le même traitement, une autre ne va pas guérir ? On ne sait pas, ça nous échappe complètement. Et donc, c'est là où il faut rester humble et effectivement, comme tu le dis, faire extrêmement attention à ce que ça ne nous sorte pas, ça ne nous fasse pas dépérir, en fait. Il faut voir ce qui amène justement du bien-être, une meilleure façon de vivre ou pas. Voilà, quelqu'un qui ferait des stages, j'en sais rien, de trucs de guérison non conventionnels, et il constate qu'en fait ça va pas, et il s'enfonce, c'est pas un bon élément. Oui, et puis l'autre point que je cite, c'est que lorsqu'on vous assène des vérités qui ne sont pas vérifiables, du genre vous avez été la réincarnation d'un esclave, ou bien vous avez ceci, etc., et qu'on peut pas le vérifier, eh bien, vigilance, attention. Tu veux donner les points, du coup ? Oui, alors, par rapport à certains risques potentiels, quelques conseils. Alors, première chose, se fier aux bouche à oreille, ça c'est super important, parce que c'est mieux que n'importe quoi. Maintenant, dans la mesure où quelqu'un peut être formidable à un moment donné, et puis ne plus l'être parce qu'il est tombé dans l'ego ou je ne sais quoi, comprendre que ce qui a fonctionné pour l'un ne fonctionne pas toujours pour un autre. Et surtout, ne laisser personne décider pour soi. Donc ça, c'est vraiment important. Écouter son ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange ? Si oui, je l'exprime. Si la réponse ne me rassure pas, je mets fin à la consultation. Bon. Ensuite, si un thérapeute autre qu'un médecin me conseille d'arrêter mon traitement,
là, on fuit parce que on le considère comme dangereux. C'est potentiellement une dérive sectaire. Si le coût des prestations est excessif, là aussi, il faut faire très attention. Et surtout, si les propos énoncés tendent à me faire sortir de la société, vous arnaque, vos proches sont en train de vous détruire. Coupe de l'entourage, quoi. Voilà, coupe de l'entourage. Isole, absolument. Ensuite, si jamais le thérapeute insiste pour que je prenne un autre rendez-vous alors que je ne ressens pas forcément le besoin. Bon, là aussi, attention. S'il prétend, quel qu'il soit, qu'il est seul à pouvoir me guérir, warning, attention. Et donc, on cesse contact parce que ça peut correspondre à des dérives sectaires. Donc ça, ce sont quelques petits points, des vigilances, on va dire, à porter, mais c'est un résumé. Très intéressant, évidemment, on retrouve tout ça dans ton livre. On retrouve aussi toutes ces pratiques depuis longtemps sur le site de Métamorphose Podcast, puisqu'on a aussi marqué tous ces curseurs. Donc, voilà, si vous voulez retrouver la liste, vous pourrez la retrouver également là. Ça, c'est important de le mentionner. Sur la partie, justement, des émotions, quand on cherche à s'ouvrir à d'autres thérapies, c'est quand même assez important de pouvoir faire un cheminement, peut-être, au niveau émotionnel et d'apprendre à réguler, finalement, notre système émotionnel. Complètement. Alors, c'est vrai que j'ai fait intervenir Isabelle Monsuy au niveau de l'épigénétique. Oui, on n'a pas beaucoup parlé d'elle encore. C'est intéressant, ces travaux. Oui, parce que en fait, l'épigénétique est vraiment la discipline qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos cellules. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que il y a plusieurs études que je cite, notamment celle de Rachel Yehuda aux États-Unis, qui ont montré que finalement, lorsque quelqu'un vit une épreuve, eh bien, cela peut avoir une incidence sur nos propres cellules, mais également sur les cellules de notre enfant et en fait, ça peut impacter 3 générations. La chose très importante, c'est que ça peut être réversible. Et l'épigénétique est vraiment la science dure qui montre l'impact de l'émotionnel sur nos propres comportements et sur les comportements de la descendance, et notamment autour du stress, puisque voilà, il y a des personnes, et ça a été prouvé là pour le coup sur le rat et la souris sur 5 générations. C'est des études de Harvard, je crois. Tout à fait, c'est-à-dire et d'Isabelle Monsuy, qui ont montré que finalement un souriceau qui n'a jamais été stressé a des symptômes de stress, alors que c'est quelque chose qui a été vécu à la 5e génération. Donc, finalement, c'est une science dure qui permet de montrer combien l'émotionnel impacte nos cellules, toutes nos cellules. Et dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que c'est réversible. C'est ça, c'est l'épigénétique. Voilà. Ouais. C'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que elles impactent pas forcément les cellules. Il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Et si elles impactent, ça peut revenir en arrière. Si, justement, alors on explique dans le livre, enfin, c'est Isabelle Monsuy qui donne les aliments, justement, qui aident cette épigénétique à renouveler les cellules, à faire en sorte que, justement, on aille mieux. Mais aussi, il y a tout l'environnement émotionnel. Et Isabelle Monsuy, elle dit, on n'est jamais seul. On est toujours entouré par quelqu'un, par des personnes qui vont créer de l'émotionnel autour de nous. Et donc, c'est ça, finalement, notre santé, elle est impactée par cet émotionnel qui est autour de nous. Voilà. Et on sait que le stress, eh bien, finalement, lorsqu'il nous touche et que c'est très douloureux, il peut devenir chronique et que c'est ça qui peut créer, en fait, certains dégâts. Et donc, c'est intéressant de savoir comment on peut inverser ces choses-là. Oui, en fait, c'est tout ce dont on se nourrit, que ce soit l'alimentation, l'émotionnel, etc. Ce qu'on respire, tout ce voilà, tout ce qu'on vit, ce que l'on voit, absolument. C'est à la fois le chimique, l'émotionnel, le social, l'alimentaire, le physique, tout. Et puis ensuite, notre histoire, évidemment, familiale aussi. Et l'histoire familiale, puisqu'effectivement, je parle après de l'aspect transgénérationnel. L'intérêt d'Isabelle Monsuy, c'est que cette chercheure vraiment très, très pointue s'est aussi intéressée aux médecines complémentaires et à l'aspect psychogénéalogie et transgénérationnel pour voir un petit peu sur le plan psychique ce qui se passait. Et elle s'intéressait notamment aux constellations familiales. Donc ça, c'est assez intéressant.
Elle a repris les travaux de Anne-Ancelin Schutzenberger, je ne sais pas si je le prononce, Berger. Ou Schutzenberger. Alors, elle n'a pas repris, mais comment dire, en fait, parce que Anne-Ancelin Schutzenberger, en fait, c'est une Française, psychothérapeute de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques à l'hôpital de Nice, qui est décédée, et qui a donné ses lettres de noblesse, on va dire, à la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'en fait, parfois, des épreuves ou des problèmes de santé vécus par notre famille peuvent impacter notre vie. Et ce que montre Anne-Ancelin Schutzenberger, c'est finalement que parfois, le simple fait de se rendre compte qu'il y a un lien entre l'un et l'autre peut permettre d'enlever le problème de santé. Je cite un exemple dans le livre. Anne-Ancelin suit une patiente qui a un cancer très très grave et elle est condamnée par la médecine. Elle a 35 ans et quand cette psychothérapeute vient la voir, elle se rend compte que chez elle, au-dessus de son lit, il y a un tableau de sa mère qui est elle aussi morte à 35 ans du même cancer. Et elle dit à cette jeune femme, est-ce que vous vous êtes rendu compte que peut-être il y a une identification, quelque chose, une fidélité inconsciente, comme elle va l'appeler. Et le seul fait d'avoir fait réaliser ça à cette patiente ne va pas mourir, alors qu'elle est condamnée au départ, un cancer très grave. Donc, Anne-Ancelin dit, parfois, le seul fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se rejoue suffit à s'en libérer. Parfois non. Parfois, cela peut permettre à certains médicaments de faire effet. Là, je cite Patrice Queneau, donc doyen de la faculté de Saint-Étienne et professeur de médecine, qui relate cet exemple d'une femme qui est en train de récupérer un chargement auprès d'un camionneur, quelque chose de très lourd, et qui lui tombe sur le pied et qui lui broie le pied. Bon. Et elle prend des antalgiques, des médicaments pour enlever la douleur, et rien n'y fait. Et quand elle va voir Patrice Queneau, il fait l'anamnèse, donc il récupère les informations de la patiente, et il se rend compte que finalement cette femme a été violée par son père, qui était camionneur lui aussi. Et à partir du moment où il fait le lien entre ce problème de camion et le camionneur, et bien tout d'un coup les antalgiques font effet. Voilà. Donc c'est toujours troublant quand même. C'est très troublant. Parce que c'est vrai qu'il y a un niveau d'interprétation qui fait que parfois ça marche, comme on dit, et parfois, de mettre de la conscience, il y a un retournement intérieur. On ne sait pas ce qui se passe. Enfin, je dis ça d'ailleurs, on n'en sait rien. Et puis parfois... Alors moi, c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré dans La clé de votre énergie, ce que j'appelle l'hérédité émotionnelle, mais puisque j'ai apporté des protocoles justement pour se libérer. Maintenant, je vais citer le docteur Thierry Janssen qui dit que c'était assez troublant, et je reviens vraiment sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui est troublant, c'est que plus on se penche sur ces hérédités, sur notre histoire, et plus on se rend compte justement de cycles qui reviennent, avec parfois des dates assez troublantes. Et oui, tout à fait. Et c'est assez surprenant. Et à partir du moment où on a, je dirais, l'honnêteté de se pencher sur notre histoire ou l'histoire des gens, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Et ça pose question. On ne l'explique pas forcément. Et je dirais simplement que ça pose question et ça vaut la peine de se pencher. Intéressant. En conclusion, on approche de la fin de ce podcast. On est même à la fin. C'était passionnant comme toujours avec toi, Natacha. Et puis ce livre est vraiment très dense. Il y a beaucoup de choses dedans. C'est vrai que là, on a déroulé quelques fils, mais sur le rôle de patient qui est loin d'être minime, il y a encore beaucoup de clés dedans au niveau du stress, au niveau émotionnel, etc. Donc je vous invite vraiment à vous plonger dedans. À la fin, il y a ce carnet où tu dis pour se donner toutes les chances, peut-être citer simplement les verbes que tu donnes, réagir, relativiser, s'engager, approfondir, être vigilant, avoir les bons réflexes. Et il y en a un dernier peut-être, j'aimerais qu'on termine là-dessus, c'est donner, avoir aussi de la générosité avec les autres. Ça, c'est important. Complètement, c'est-à-dire que là, c'est Jacques Besson qui cite le fait que chaque année, il y a une étude sur les pays les plus qui vivent le plus de bonheur en fait, et on s'est rendu compte que ceux qui se sentaient le plus heureux, les pays, c'était ceux qui étaient le plus tournés vers les autres, qui avaient beaucoup d'ONG, qui étaient donc finalement la générosité, c'est quelque chose qui
aide à aller mieux. D'abord parce que ça permet finalement de moins penser à soi et à notre maladie, mais en plus, en se tournant vers les autres, il y a quelque chose qui fait que... alors, il y a une étude d'ailleurs... Même sans parler de maladie, d'ailleurs, même en préventif. Complètement. Oui. Il y a une étude qui a prouvé qu'aux États-Unis, je la cite à l'intérieur, qui prouve que quand on se tourne vers les autres, soit pour dire qu'on va pas mal, qu'on va pas bien, soit pour écouter les autres, eh bien finalement, ça nous permet d'aller mieux et les gens vont vraiment, vraiment mieux. Donc voilà, se tourner vers les autres, finalement, eh bien c'est un moyen de s'occuper de soi. Ouais, super. Écoute, moi je trouve que c'est une bonne conclusion. L'altruisme, en fait, pour se donner toutes les chances, hein, c'est pas mal. Merci infiniment, Natacha Calestrémé. Ton dernier ouvrage, Se donner toutes les chances, paraît tout juste chez Albin Michel, également éditeur de tes précédents best-sellers, La clé de votre énergie, Trouver ma place, sur lequel évidemment on a fait des podcasts, ainsi que mon cahier d'énergie, ce petit cahier très sympathique, on en avait parlé l'été dernier. On peut te retrouver sur ton site internet natachacalestrémé.fr ou encore évidemment tous tes réseaux sociaux. Merci infiniment et puis bon vent à ce livre. Merci infiniment à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.